Donc bonsoir tout le monde. Moi je vais vous parler de 2050 Score, donc une entreprise que j'ai cofondée et sur laquelle je travaille depuis 1 an, et de l'utilisation qu'on fait de l'IA générative au cœur du produit. Et le but c'est de vous faire un retour concret d'implémentation. Donc 2050 Score, c'est un projet que j'appelle AI First, dans le sens où sans IA générative, on n'aurait juste pas pu le faire. Donc c'est pas pour on met de l'IA pour mettre de l'IA, c'est juste que c'est au cœur de ce qu'on fait. Et donc le but c'est, je me présente rapidement, je vous présente le contexte de l'entreprise, la mission, l'implémentation et quelques apprentissages. Donc moi je suis Damien Beignet, donc je suis cofondateur et je suis CTO chez 2050 Score. Par le passé j'ai créé plusieurs startups, entre autres Choose My Company, vous connaissez peut-être à travers des labels Happy at Work, Happy Trainees. Ça fait 2 ans en gros depuis ChatGPT que je bidouille avec des LLM. Et donc je travaille sur l'entreprise 2050 Score depuis janvier 2024, donc depuis 1 an, et on est 2 associés. Et donc, que fait 2050 Score? La mission de 2050 Score, c'est de rendre la transition écologique accessible à toutes les entreprises. Et donc, toutes les entreprises, c'est en particulier les plus petites. Et donc, au-delà des considérations purement écologiques, et la sensibilité de chacun, il y a un vrai enjeu business à se pencher sur ces sujets. Alors je ne sais pas si vous connaissez la CSRD, qui est une directive européenne qui oblige toutes les plus grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 500 salariés, aujourd'hui bientôt celles de plus de 250 salariés, à faire du reporting en termes d'ESG, donc l'environnement social et gouvernance. Et dans ce reporting, il y a aussi le reporting de leurs fournisseurs, donc ce qu'on appelle le scope 3. Et donc de plus en plus, ils travaillent avec des fournisseurs qui sont capables de générer ce niveau de reporting. À l'inverse, les plus petites entreprises, elles ont pas d'obligation légale en tout cas, et donc il y a un risque de décrochage et d'une transition à 2 vitesses, avec des gros qui travaillent avec des sous-traitants relativement gros, et des petits qui sont pas au niveau en tout cas de reporting ou d'engagement dans une transition ESG, RSE, et donc qui sont plus capables de travailler avec les plus gros. Et donc évidemment, en plus, il y a un enjeu d'image, d'attractivité, de marque employeur et évidemment écologique. Et donc notre approche et notre pari chez 2050 Score, c'est de générer de la data, de la donnée sur toutes les entreprises. Et donc pour faire ça, on utilise des données qui sont déjà disponibles. Donc ça veut dire les données publiées par les entreprises elles-mêmes sur leur site internet. Et donc toute cette donnée, on va la travailler, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, et on va en extraire les bonnes pratiques. Donc c'est ce que les entreprises font, ce que les entreprises prévoient de faire, et qu'on va structurer. Ça va nous permettre, cette donnée-là structurée, de poser un score de maturité sur chaque entreprise, qui va lui permettre d'avoir un point de départ et de progresser. Et ça va permettre aussi, toutes ces initiatives, de les compiler en un catalogue de solutions, qui sont en fait un ensemble de solutions plus ou moins utilisées, et qui seront les bonnes pratiques à proposer à ceux qui veulent progresser en fonction des secteurs qui les intéressent. Et donc, le but, c'est de faire ça à très large échelle. On vise 1 million d'entreprises évaluées d'ici 2026. Donc, il y a des vrais enjeux de scalabilité. C'est des entreprises uniquement françaises ou n'importe quoi? Non, alors on commence par le marché français parce que par affinité, c'est plus facile. Mais par contre, entre autres parce qu'on utilise des LLM qui sont souvent multilingues, il n'y a pas de barrière de langue et encore moins géographique que site web. Alors ça c'est une petite présentation rapide du score. Un score chez nous ça ressemble à ça. C'est un score sur 100 qui est basé sur 6 axes. Donc la neutralité carbone, le respect de la biodiversité et des ressources naturelles, l'éco-circularité, donc le zéro déchet, la finance et les investissements durables, les aspects sociaux et les aspects de gouvernance. Donc on va regarder chacun de ces axes-là, on va regarder où en est la boîte, où est l'entreprise, est-ce qu'elle a commencé à faire des choses, est-ce qu'elle évoque le sujet à minima, est-ce qu'elle a commencé à faire des choses, est-ce qu'elle a un plan court terme, moyen terme, long terme. Et tout ça, on va compiler ça dans un score sur 100. Le process en très large, on rentre un peu plus dedans. On part donc de la donnée publique. Donc, à partir des sites internet, on va récupérer les pages web, les rapports PDF, les rapports de durabilité, les rapports RSE en tout genre. On va les structurer. Donc, c'est là évidemment qu'on utilise de l'IA générative et c'est ça qu'on va regarder plus en détail.
Et à la fin, on partage les résultats. Donc les résultats, c'est à la fois les solutions, donc les bonnes pratiques qu'on a catégorisées, et les scores. Et le but, c'est de faire ça donc, sur des millions d'entreprises. Et donc, il y a un vrai enjeu à la fois de maîtrise des coûts et de qualité de la donnée. Et donc, ce qu'on vend, c'est le produit qu'on appelle 2050 Analytics chez nous. C'est une plateforme SaaS qui adresse deux types de clients, deux cibles. Donc, la première cible, c'est les entreprises qui veulent elles-mêmes progresser. Donc là, on va leur donner déjà un score de départ qui est quelque part un score de leur communication RSE. On va leur donner surtout des pistes et un chemin pour aller plus loin, puisqu'on va pouvoir analyser leur secteur concurrentiel, les boîtes inspirantes, leur secteur régional. Et donc tout ça, on va pouvoir voir toutes les pratiques de ces secteurs-là et on va pouvoir les aider à créer une feuille de route pour aller plus loin. Et le deuxième type d'acteurs, c'est ceux qui accompagnent les entreprises. Donc ça peut être des chambres de commerce, des fédérations de métiers, des administrations régionales, des accélérateurs de start-up. Et donc ces acteurs-là ont un enjeu de connaissance et d'accompagnement de leur écosystème sur plein de sujets, mais dont de plus en plus les sujets RSE. Et donc, on va leur permettre d'avoir une vision d'ensemble de qui en est où, de qui sont les bons, qui sont les moins bons, qui a besoin d'accompagnement, et surtout d'avoir de la donnée, de la matière pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur proposer des solutions, peu importe leur métier, puisque en fait, ça s'adapte à tous les métiers. Donc là, je vais rentrer dans l'implémentation. Donc, comment est-ce que on utilise l'IA générative et comment est-ce qu'on fait cette évaluation chez 2050 Score? Si je vais trouver s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, le principe général de la manière dont on utilise les LLM dans le projet, c'est qu'on l'utilise pour nous aider à structurer la donnée. Donc on part souvent en général d'une donnée non structurée, une donnée en tout cas qu'il va falloir requalifier, donc typiquement un extrait d'une page web. On a des templates de prompts donc, qui font partie de notre code. Et les prompts en très vulgarisé, ça ressemble à analyse le texte ci-dessous et renvoie un JSON avec les champs suivants et on décrit le format attendu. Alors je sais pas si ça vous parle JSON, mais JSON c'est juste un format de langage qui permet de structurer de la donnée et qui est facilement exploitable dans le code. Donc on compile les deux, donc on fait notre prompt définitif, on balance ça à un LLM et en sortie on reçoit le JSON structuré, donc avec des données bien typées, bien catégorisées comme attendu. Et donc ça, c'est très facile à réexploiter dans le code. Ça, c'est un peu plus détaillé notre process d'évaluation d'une entreprise. Donc au départ, on part d'une entreprise. Donc une entreprise, pour nous, c'est un nom et un site web. Et en sortie, on va avoir donc les initiatives, c'est ce qu'on a déjà appelé les bonnes pratiques tout à l'heure, ou les solutions, et le score. Donc il y a différentes étapes. Et le but, c'est de vous montrer où est-ce qu'on utilise l'IA générative, donc les LLM en particulier. Alors dans l'étape qui nous permet de trouver les documents, donc c'est trouver les pages intéressantes, on utilise des LLM et je vais vous montrer pourquoi. Dans l'étape qui permet de télécharger, de standardiser les documents. Dans l'étape qui nous permet de restructurer ces documents et de les découper intelligemment. Dans l'étape qui nous permet d'extraire les initiatives, et dans l'étape qui nous permet de résumer l'évaluation. En fait, on l'utilise vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je précise pour un coup maîtriser, parce que l'enjeu, c'est d'être capable de faire ça efficacement. Et encore une fois, avec un niveau de qualité satisfaisant. Alors là, je vais rentrer sur les 5 étapes une par une. La première étape, donc, qui est l'étape qui permet de trouver les documents. Donc en entrée, on a le nom de l'entreprise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver les sitemaps d'une entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est des listings exhaustifs des pages d'un site. Ça nous permet d'avoir plein de points d'entrée et de trouver quelles sont les URL intéressantes sur un site internet. Donc ça, c'est un filtrage assez bête par mots-clés. On va aussi faire des recherches web en utilisant des API de moteurs de recherche bien connus. Et donc ça, on va lui demander par rapport au sujet qui nous intéresse, donc le carbone, l'environnement, la RSE. On va lui demander de nous sortir les pages intéressantes sur l'entreprise. Et la première utilisation donc, des LLM, c'est de requalifier les résultats de recherche. Donc cette
ça, c'est le point de départ de toute la suite. Donc, le but, c'est d'être efficace et donc de ne pas aller regarder n'importe quelle page inutilement. Donc, premier prompt, ça va permettre de dire, OK, est-ce que ces résultats de recherche, d'après les extracts qu'on en a, ça paraît intéressant. La deuxième étape, donc c'est le téléchargement de documents. Donc l'entrée, c'est la liste des URL qu'on a pondu à l'étape 1. Et donc cette liste d'URL, il va falloir les télécharger. Donc pour ceux qui ont déjà fait du scrapping, il y a des enjeux de téléchargement. Mais une fois qu'on a réussi à récupérer les documents, on va regarder à l'intérieur est-ce qu'il y a des liens, d'autres liens intéressants qui redirigent vers d'autres pages intéressantes. Donc il y a un processus itératif pour commencer à mailler le contenu du site. Ensuite, il y a une standardisation de ces documents en Markdown. Alors, j'ai vu que c'est ce que vous utilisez dans la présentation avant. Donc Markdown, c'est un format hyper simple qui a l'avantage d'être facilement compréhensible par un humain et par des machines et qui permet de faire un peu de mise en forme. Et donc là, on a une autre utilisation des LLM. C'est pour les documents qui ne sont pas des textes directement retravaillables, on va dire algorithmiquement. Et ben là, on va passer par des LLM pour nous aider à convertir des images pour savoir de quoi elles parlent, des tableaux ou des PDF qui parfois contiennent en fait des images. La troisième étape, qui s'appelle historiquement l'indexation des documents. Donc en point d'entrée, on a nos documents normalisés en Markdown. C'est là qu'on va commencer à les découper et à regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on les découpe en chunks, ça c'est assez classique dès qu'on fait du RAG. On les découpe en chunks, donc le but c'est d'essayer de faire des paquets de taille convenable et un petit peu intelligents. Donc on essaie d'utiliser la titrisation des documents pour découper à des endroits où ça paraît logique. Et ensuite, chaque chunk, donc chaque paquet de texte, on va lui calculer un embedding. Donc un embedding c'est un vecteur qui représente la sémantique du contenu de texte et qui va permettre de rapprocher des textes qui parlent de sujets qui nous intéressent. Et on va également faire des appels LLM pour taguer, commencer à taguer et à comprendre de quoi parle chaque bout de texte, et en particulier, est-ce qu'il y a des sujets qui nous intéressent dans ces bouts de texte. Donc ça permet d'avoir, déjà, après avoir sélectionné les documents qui nous intéressent, à l'intérieur du document, on regarde même les parties qui nous intéressent. L'étape d'après, donc le point d'entrée, c'est les chunks qualifiés de l'étape d'avant. Là, on va faire deux choses. Donc là, le but, c'est de générer vraiment ce qu'on appelle les initiatives. Donc c'est vraiment toutes les actions mises en place par l'entreprise. Et donc, on le fait en plusieurs étapes d'appel LLM. Une première étape qui va être d'extraire les initiatives dans un format plutôt brut, donc qui sont dans les chunks intéressants. Donc une ou plusieurs, ou zéro d'ailleurs. Et ensuite, de requalifier ces initiatives pour avoir vraiment, en fonction aussi du type d'initiative, peut-être que si c'est un engagement dans le futur, on ne va pas demander la même chose que si c'est une politique déjà mise en place dans l'entreprise ou le changement d'une chaudière, etc. Et donc, avec ces deux étapes successives, on va avoir des initiatives donc, qui sont vraiment la base de toute la suite, à la fois des solutions et du scoring. On va avoir une base d'initiatives qualifiées. Et la dernière étape, c'est d'utiliser ces initiatives pour en faire deux choses. Donc, la première, c'est la reconstitution de la feuille de route. Donc, ce qu'on appelle la feuille de route, c'est sur les 6 axes, regarder où en est l'entreprise, quel niveau de maturité elle a. Et en fait, c'est ça qui va nous donner le score sur 100. Et la dernière étape, la dernière utilisation du LLM, donc l'étape de calcul du score, c'est vraiment algorithmique, hein, c'est des comptages, des plus, des moins. Et la génération donc la dernière utilisation de LLM, c'est la génération des résumés digestes, donc c'est toute cette matière, les différentes initiatives, les différents comptages, etc. Le but, c'est de faire un résumé facile à comprendre et facile à partager sur chaque entreprise. Donc, voilà pour l'utilisation des LLM, comment on l'utilise. Et la dernière partie, c'est de vous montrer, va vous faire un petit retour d'expérience sur les apprentissages de cette utilisation. Alors, je crois que j'en ai 7.
Le premier, apprentissage, et je pense que tous ceux qui ont joué avec des LLM et qui ont fait plus que jouer, mais qui ont voulu aller jusqu'en production pour partager, c'est facile de faire un POC. On a très vite des résultats assez bluffants. C'est beaucoup plus difficile de passer en production et de gérer tous les différents cas. Chez 2050 Score, en un mois et demi, on avait quelque chose de très prometteur. On se dit, bon, on est presque arrivé. Et en fait, on a mis presque un an à avoir un score et des extractions de données dont on est vraiment fier. Le deuxième apprentissage, c'est ce que nous on a constaté, c'est que en fait, plus un LLM est intelligent, plus il a tendance à répondre oui, ou en tout cas à satisfaire votre demande. Et en fait, c'est assez logique. Nous, des questions qu'on avait, par exemple, c'était est-ce que tel bout de texte parle de tel sujet? Un LLM assez basique. À l'époque, on avait commencé, on utilisait Mixtral 8x7b, pour ceux qui se souviennent, c'était un petit langage, un petit modèle par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, même si on revient sur les petits modèles. Mais en tout cas, il était pas très intelligent, et en fait, si on lui demandait est-ce que ça parle de carbone, s'il n'y a pas le carbone ou le champ lexical très proche du carbone, il va dire non. Et en fait, en mettant à jour les langages, en passant sur des LLM plus avancés, en fait, tous les scores augmentaient parce qu'en fait, tous les sujets étaient évoqués, parce que l'LLM est capable de faire un raisonnement à 3 bandes en disant, bah, ça parle d'économie circuit, ça parle de circuits courts, donc en fait, ça veut dire que potentiellement les transports, le carbone derrière les transports, etc. En fait, oui, ça parle de carbone. Donc, faut faire attention à ça. Un autre apprentissage, c'est que c'est pas facile de stabiliser un système de scoring, parce qu'il y a toujours ce côté aléatoire à l'utilisation de LLM. Et donc, plutôt que de demander directement des scores, et donc avoir un côté très reproductible, l'idée c'est plutôt de demander un maximum de sous-éléments qui vont servir à reconstituer un score. Et ces sous-éléments, même plutôt que les demander en oui-non, les demander peut-être plutôt en gradué sur des échelles de 1 à 5, de 1 à 10, ou avec un peu, pas beaucoup. Et donc, derrière ça, de récupérer ces différents sous-éléments, et soi-même de reconstituer un score avec des seuils qu'on utilise, peut-être différents en fonction de chaque élément, et qui sont finalement non visibles et non connus par le LLM. Un quatrième apprentissage, c'est que il faut essayer autant que possible de détecter les hallucinations. Alors la première règle, pour moi, c'est surtout d'éviter d'utiliser les LLM pour leur connaissance. Il faut éviter de demander à LLM que fait telle entreprise, qui est cette personne. Nous, on l'utilise surtout pour nous aider à analyser du texte, pas pour traiter du texte, pour restructurer du texte. Mais quand, quelquefois, on est obligé de le faire, nous, on a mis 2 techniques en place. La première, c'est de lui demander de faire une auto-évaluation de sa connaissance. Donc, on lui demande la réponse et on lui demande à quel point tu es confiant. Donc, lui-même répond peu confiant, moyennement confiant, très confiant. Alors, si jamais il dit qu'il n'est pas confiant, on peut dégager directement, mais il a tendance quand même à être confiant et à se planter. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions annexes. Est-ce qu'il répond très peu confiant? Ouais, ça peut, ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Ça peut. Mais bon, c'est par rapport à la probabilité des mots qu'il voit et de ce qui paraît logique. C'est pas directement sa propre connaissance, mais bon, okay. Ça peut quand même donner un. Effectivement, quand il dit qu'il n'est pas confiant, en général, il l'est. C'est que les différents textes qu'il a vus laissent supposer que les gens sont peu confiants quand ils parlent dessus. Et non, donc une autre technique, c'est de poser des questions annexes. Par exemple, si on veut demander des informations sur une entreprise, on peut demander au passage quelle est la population, enfin quel est le nombre de salariés de cette entreprise, ou quelle est la ville dans laquelle se situe cette entreprise, et idéalement une question à laquelle nous on a la réponse. Donc ça permet directement discréditer les réponses quand on voit que il dit qu'il est confiant, mais en fait il répond mal à l'autre question dont je connais la réponse. Et les 3 derniers enseignements que je vais partager. Alors, c'est la détection de boucles infinies. Donc, dans l'autre cas, on utilise les LLM avec des températures très basses pour essayer d'être le plus prédictif possible. Et en plus, avec des inputs qui sont des JSON, donc qui ont des structures assez attendues. Mais dans cette JSON, parfois, quand il y a des champs texte, qui sont par exemple des descriptions qu'on lui demande de générer,
Ça arrivait surtout avec Llama 3.1. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais, en fait, il se mettait à commencer une phrase, une deuxième phrase, et la fin de la phrase ressemblait et finalement, il finissait par reboucler et à faire la même phrase en boucle, en boucle, en boucle. Et donc ça, c'est très dommage, ça bouge. Il s'arrête à la fin quand il y a plus de tokens dans la fenêtre, donc ça coûte relativement cher, c'est complètement inutile. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de solution à ça. Enfin, on a subi ça du début à la fin. Par contre, on a au moins mis en place une technique pour pouvoir le détecter rapidement, pour éviter de le faire générer le token jusqu'au bout. Souvent, les API de LLM, elles sont utilisables en mode stream, ça veut dire qu'on récupère les tokens au fur et à mesure qu'ils sont générés. Et dans ce mode-là, on peut algorithmiquement regarder les 50 derniers caractères, est-ce qu'on voit qu'ils sont répétés, et essayer d'avoir sa petite logique pour détecter, oh, ok, là, il est coincé. Donc au moins, on coupe le truc. Un autre enseignement, mais enfin, c'est très basique, c'est paralléliser vos appels LLM. Donc les LLM, surtout si vous utilisez sur API, vous n'avez pas d'enjeu à les sérialiser. Donc en local, c'est du temps qui est perdu et qui utilise peu le processeur, c'est vraiment de l'attente de réponse. Il faut essayer de paralyser, et sous-entendu, il faut essayer d'utiliser du coup des librairies ou des langages qui permettent de paralyser facilement. Le dernier enseignement qui est peut-être le plus important, c'est d'essayer d'investir sur de la data d'évaluation. Et le but, c'est de pouvoir changer de modèle. Les modèles, ça évolue très vite. Nous, chez 2050 Score, en un an, on a déjà changé 3 fois de modèle. Donc, vous voyez tous les jours dans la presse des nouveaux modèles qui sortent et qui sont toujours plus performants, plus efficaces, moins chers. Et donc, le but, ça va être d'être capable de se tenir à la pointe, d'être capable d'intégrer des langages sans casser tout l'existant. Et donc, pour ça, la technique, c'est d'avoir des jeux de données avec des inputs, des bouts de texte analysés, dans notre cas, ce serait des bouts de texte analysés, et des outputs attendus, donc vraiment quels sont les JSON qu'on imagine en sortie. Et quand on teste un nouveau LLM, un nouveau modèle, faut essayer de mesurer les distances. Donc, c'est pas des tests. Les tests, souvent, c'est oui-non, et ça fail, et en fait, on est souvent trop radicaux et c'est pas facile d'évaluer les modèles comme ça. Donc il y a différentes techniques pour essayer d'évaluer les distances, mais donc, le but c'est d'évaluer la distance entre les outputs produits par le nouveau modèle et ce qu'on attendait. Donc le but c'est de faire des scores et de faire monter son score quand on utilise un nouveau modèle, en particulier en adaptant ses prompts pour retomber sur le résultat attendu. Parce qu'en fait les prompts, c'est ça qui vous couple à un modèle, à un LLM donné. Et merci à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, c'était surtout sur tout ce qui est parallélisation. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez donner dans le cadre de 2050 Score? Alors oui, nous on va récupérer donc plein de pages à analyser, avec plein de chunks à analyser. Plutôt que de demander un chunk, d'attendre la réponse, en fait, on va lui faire analyser les chunks 10 par 10, quoi. Enfin, à la fois dans un prompt, on va demander d'en analyser plusieurs. Ça permet de factoriser tout ce qui est déclaration du JSON, du format du JSON attendu, etc. Et ensuite, on demande les 10 premiers, les 10 suivants, et les 10 d'après, on paralyse tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a mis en place des essais de reproductibilité? Parce que là, l'élément sortie principal, finalement, c'est une note, un score. De demander 2 fois, 3 fois, d'analyser la même entreprise et de voir les variabilités sur la sortie. On fait que ça. C'est l'enjeu. C'est pour ça que je parlais des difficultés à stabiliser les scores. C'est que donc il y a beaucoup d'étapes successives. Et en fait, chaque étape, en plus, il y a beaucoup d'utilisation de LLM à chaque étape. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à stabiliser ça. Donc oui, on fait beaucoup de tests là-dessus. Et il n'y a pas de recette miracle. Il faut affiner chaque prompt, il faut penser
des étapes intermédiaires, des données intermédiaires qui permettent de stabiliser les choses. Encore par rapport au score, il y a des entreprises, enfin, je sais pas, des entreprises qui ont été analysées à la main par des experts pour produire des scores et ensuite comparer avec la chaîne incluant Alors, nous, ce qu'on analyse quelque part, c'est la qualité de on appelle ça la maturité écologique de l'entreprise, la maturité RSE, et c'est la qualité de sa communication. Et donc, alors je sais pas si c'est dans ce sens-là ta question. Par rapport à la réalité de ce qu'elle fait vraiment, c'est pas exactement le même exercice. Nous, le pari qu'on fait, effectivement, c'est de dire qu'à partir du moment où tu t'engages publiquement sur ton site, que tu racontes des choses, bah, ça t'engage un minimum. Peut-être plus que dans des formulaires que tu peux de reporting. Ça pourrait être fait sur la même base des documents de communication qui seraient analysés, lus par des Ah oui, donc là vraiment sur la partie. Ouais. Alors la partie analyse de la communication, comme le frein humain par rapport à ce qu'on fait nous, bah, encore une fois, c'est ce qu'on fait. Enfin, l'expert, c'est, je sais pas ce que serait un expert en analyse de communication RSE, mais en tout cas, nous, on a cette méthode d'analyse avec les axes que je vous ai présentés. Bah, ce travail, on est obligé de le faire à la main sur un certain nombre d'entreprises pour vérifier qu'on retombe sur le résultat attendu. Et dès qu'on évalue une nouvelle entreprise, pas dès qu'on évalue, parce qu'on en a évalué plusieurs dizaines de milliers, mais en tout cas, autant que possible, on essaye régulièrement de prendre des échantillons de test et de vérifier qu'on est dans les clous. Est-ce que vous avez essayé ou pensé ou vous prévoyez d'utiliser, tu parlais des différents modèles que vous avez testés, pourquoi pas en fait utiliser un maximum en même temps et de mutualiser leur score pour essayer d'améliorer une sorte de stabilité de ton score là dont tu parlais tout à l'heure. Alors j'imagine il y a un problématique de coût. Ouais, c'est ça. Alors il y a un problématique de coût qui fait que aujourd'hui on l'a pas fait. Il y a un sujet sur lequel on l'a fait, mais c'était même pas avec différents modèles, c'était même avec le même. C'était un moment où on a essayé de déterminer ce qu'on appelait l'ADN de l'entreprise. C'est au-delà de sa maturité et de la manière dont elle communique sur les différents axes, le business de l'entreprise en soi, est-ce qu'il est bon ou pas bon pour la transition. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on avait intégré dans le score et qui en fait va pouvoir avoir un gros impact. Et donc on voulait pas se planter. Donc ce qu'on faisait dans ce cas-là, c'est qu'on demandait plusieurs fois l'évaluation. Oui. Et on regardait est-ce qu'il y avait une tendance qui sortait. Mais ça pourrait aussi se faire avec plusieurs. Et dans le même ordre d'idée, fabriquer un modèle un petit peu custom, c'est un truc qui vous inspire ou qui aurait du sens selon vous ou pas? Alors ça pourrait avoir du sens pour la raison d'efficacité. Là où je trouve que ça en a moins, c'est que comme je disais, on a déjà changé 3 fois de LM, donc s'il faut les fine-tuner à chaque fois. Déjà que tester évaluer un nouveau modèle, le recaler par rapport à P-Prompt, etc., c'est du boulot. Si en plus il faut refaire le travail de fine-tuning, aujourd'hui c'est pas notre piste privilégiée. Peut-être que dans quelques temps, si ça se stabilise un peu, s'il y a moins de langages qui sortent en permanence, on pourra y penser. Sur le langage, vous évoquiez les 3 modèles. Déjà, est-ce que vous avez utilisé aussi bien pour générer votre code de l'application? Alors oui, j'utilise aujourd'hui Copilot GitHub Copilot dans un IDE et donc je pose régulièrement des questions. C'est en Python ou vous avez... Ouais, c'est en Python. Ouais. Et donc après sur les coûts d'inférence, quand vous avez créé votre société, c'est un investissement enfin quand on va avoir des assets après sur ces scores et tout ça. Et le problème des fois, c'est que si les modèles ont évolué, il faut peut-être retravailler les scores des anciennes entreprises, où ça va être plus fin. Il y a un investissement initial et justement, ces coûts d'inférence, vous avez évalué. Donc, vous disiez que vous n'utilisiez peut-être pas des clubs par rapport à la présentation d'avant. Vous faites tourner vous-même vos modèles ou des API aussi de SaaS? Aujourd'hui, on utilise des modèles en SaaS sur API, qui ont un coût. Donc, mais en tout cas, votre remarque est très bonne sur le fait que le projet a 1 an, donc on est en permanence en train de l'améliorer. Et à partir du moment où on score une salve d'entreprise, quand on fait évoluer les choses,
on essaye de réévaluer ce qu'on a fait. Donc là, on a différentes techniques pour essayer d'évaluer si elle mérite d'être, si chaque entreprise mérite d'être réévaluée ou non. Le but, c'est quand même d'aller vers l'avant et pas passer notre temps à réévaluer le même. Ouais. Oui. Quand vous faites l'analyse de l'image ou de l'infographie, est-ce que vous donnez seulement l'information que tu veux de les textes ou vous aussi faites la sémantique analyse de l'image ou des textes? Aujourd'hui, donc quand on analyse des images, par exemple sur un site web ou un PDF, on demande d'avoir une description de l'image. D'accord. Et qu'on intègre à la fin de notre markdown. Ok. Aujourd'hui, c'est surtout une analyse de la communication. Il y a quand même un premier biais qui est la manière dont l'entreprise va communiquer. Donc, on sait que souvent, on va mettre les meilleures initiatives sur le site. Plus, il y a un peu biais de l'IA qui va toujours être plutôt à penser dans ce du poil. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles vous pouvez travailler, elles ont aussi la volonté, par exemple, de mettre des vrais rapports RSE, ou est-ce que vous pointez du doigt sur certaines choses pour avoir une nouvelle analyse en disant, bah voilà, sur ces initiatives, soit il faudrait mieux communiquer dessus parce que vous n'en parlez pas, parce qu'elles sont pas précises dans l'initiative. Est-ce que vous avez un autre point d'attaque que juste le site web, les données publiques qui sont en police? Alors pour cette dernière question, oui, nous c'est notre point de départ et c'est en ça qu'on est différenciant, c'est qu'on peut évaluer toutes les entreprises très largement en se basant sur la donnée publique déjà disponible. Mais c'est un point d'entrée. Si on travaille avec un client qui lui a d'autres sources de données qu'il veut intégrer, c'est suffit d'avoir un connecteur, c'est quelque chose qu'on fait. Et pour la partie sur le fait qu'on analyse la communication et que parfois ils communiquent plus ou moins bien, en fait, évidemment, il y en a quelques-uns qui surcommuniquent, qui communiquent certains éléments qui cachent des problèmes, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Mais à l'inverse, il y en a aussi plein qui communiquent pas, et entre autres par peur de se faire green basher. On appelle ça le green hushing, c'est les boîtes qui ont peur de dire des choses parce qu'elles ont peur qu'on leur reproche de ne pas en faire assez. Et donc nous, notre pari, c'est justement de valoriser la communication et de dire que ça profite à tous. Ça profite déjà à l'entreprise elle-même, à son image, pour ses clients, pour sa marque employeur, pour attirer des talents. Ça l'engage quand même, mine de rien, de communiquer publiquement. Et aussi, ça participe à la société en général, ça met la pression à la concurrence, ça permet à d'autres de s'inspirer. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde de communiquer. Déjà, bravo, je trouve que l'initiative est volontaire, comme vous disiez, ça a au moins le mérite de challenger, parce que c'est une note tout le monde peut les voir, et je trouve ça intéressant en fait, de se challenger, de tirer vers le haut, tout en essayant les greenwashing dont vous parliez. Par contre, il y a une question concrète, que j'ai testée avec quelques entreprises, que ce soit vous ou Niji, vous avez des notes pas très bonnes. Qu'est-ce que vous proposez comme recommandation concrète? Alors les détails et les recommandations, ça sera dans l'espace client. Mais en fait, je crois que j'avais vu la note de Niger. En fait, les notes sont assez basses en général sur beaucoup d'entreprises, parce que effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce qui manque, peut-être dans ce que tu as vu, c'est la mise en perspective par rapport au secteur. C'est de dire, ok, Niger a eu telle note. Par contre, c'est dans le top 5% de son secteur ou le top 30%. Et donc, en fait, c'est la mise en perspective des notes parce que de la même manière, on utilise la même grille de lecture, la même grille d'analyse pour tous les secteurs. Et selon les secteurs, il n'y a vraiment pas les mêmes problématiques. Et aussi, si c'est une grosse entreprise, une petite entreprise, il n'y a pas non plus la même capacité à communiquer. Donc, là où c'est simple, le pari qu'on fait, c'est de proposer quelque chose de simple, d'universel, qui marche pour toutes les entreprises. Par contre, il faut essayer de comparer entre elles des choses qui sont comparables, et ça, c'est quelque chose qui va arriver sur le site bientôt. Pourquoi 2050 En fait, 2050, c'est une cible en écologie, ou une cible de transformation. Entre autres, les accords le Green Deal européen s'engage à ce que les États aient fait toute une série de transformations entre la neutralité carbone à l'horizon 2050.
Donc c'est l'année 2050 et qui en est importante. Merci Damien, on peut à nouveau l'applaudir.